Salut à tous, c'est Sleepy. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jordan. Salut Jordan. Salut. Euh, Salut tout le monde. alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es Ouais, alors je m'appelle Jordan Ferro, je suis formateur en hypnose et praticien à Nice. Ouais. J'ai également écrit des livres sur l'hypnose qui s'appellent Guide pratique d'hypnose rapide et hypnose levier de changement. Ok. Donc l'un qui est sur l'hypnose rapide, l'autre qui est sur les leviers de changement, sur comment on évolue, D'accord. voilà, que tu connais maintenant. Ouais, complètement. Moi je suis de formation à la base scientifique. Si l'hypnose avait été un petit peu bizarroïde, un peu étrangement, un peu strange, je serais pas là. Ouais. Donc l'hypnose me passionne depuis mes 14 ans. J'ai commencé à lire un livre qui était d'Aldous Huxley qui s'appelle Le meilleur des mondes. Il parlait d'hypnopédie dedans et j'ai commencé à chercher un petit peu sur l'hypnose et ça m'a amené vers ce monde-là, puis plus tard vers l'hypnothérapie. Ça fait maintenant 10 ans que je suis praticien et 6 ou 7 ans que je suis formateur. D'accord. Et là je suis formateur à mon compte. Donc là aujourd'hui on est à la fin de la formation des leviers de changement, Oui. à laquelle j'ai pu participer. Pour qui c'est cette formation du coup? Alors, cette formation, elle est pour des praticiens qui pratiquent déjà un petit peu, ou en tout cas qui viennent d'être formés et qui ont toutes les notions. C'est peut-être même mieux d'avoir pratiqué un petit peu parce que c'est une formation qui va déconstruire un peu tous les cadres qui peuvent être un petit peu rigides, Ouais. pour remettre de la flexibilité et de la créativité pour le praticien. C'est plutôt que d'appliquer des protocoles rigides et de faire même pour l'entretien à la rigueur, de faire des protocoles rigides. On va flexibiliser ça en comprenant comment travailler avec une structure. C'est la structure trajet qu'on a vue, donc c'est une structure de questionnement qui permet de s'appliquer à chaque contenu et qui permet de garder un leading parce qu'on sait où on va. Et du coup le client sait aussi qu'on sait où on va. Ouais. Et du coup ça donne des entretiens qui sont plus courts, donc le client peut aussi garder sa compétence. Ça t'en parles beaucoup, j'allais t'en parler, tu parlais d'incompétence apprise aussi. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Parce que c'est un truc qui est toute la semaine, tu nous en as parlé, ça a l'air bien présent chez toi. Oui, en fait j'ai deux concepts que je présente dans l'hypnose levier de changement, c'est l'adhésion et la compétence. Ouais. Pour moi, si une personne n'adhère pas à ce que tu te prépares à faire avec elle, elle va pas mettre toutes ses ressources à disposition, elle va braquer, elle va faire ouais. Quand tu vas lui demander quelque chose en hypnose, il va pas se passer grand chose. C'est par exemple des gens qui vont vivre une métaphore avec une montgolfière qui pourrait très bien être utile, mais si la personne n'adhère pas, elle risque de faire et du coup pendant l'hypnose elle le dira pas forcément, mais si le praticien s'assure pas de ça, ça va pas être terrible quoi. Et la compétence c'est autre chose, c'est en tout cas de mon point de vue, c'est si une personne, par exemple, il y a eu une expérience qui a été menée, je la décris assez rapidement. C'est une dame qui fait passer à sa classe elle fait passer des anagrammes à sa classe et elle demande de chercher le premier anagramme. Et elle demande à ceux qui ont trouvé de lever la main. Ouais. Et il y a la moitié de la classe à peu près qui lève la main et l'autre moitié qui lève pas la main et qui continue à creuser en regardant les autres en se disant mais pourquoi je trouve pas moi. Et du coup elle lui a fait faire un deuxième anagramme et pareil, il y en a la moitié de la classe qui trouve la même et l'autre qui trouve pas, et on les voit qui commencent à faire comme ça, mais comment c'est possible? En fait ce qu'on sait pas c'est que les anagrammes sont pas les mêmes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont réalisables. Il y en a qui sont réalisables et d'autres non. D'accord. Et ensuite elle en donne un troisième qui est commun à tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui ont levé la main deux fois, c'est-à-dire qui se sont sentis compétents dans le fait de réussir à trouver l'anagramme, trouvent le troisième très facilement et les autres non. Pourtant, c'est les mêmes. Ouais. Les ressources cognitives, normalement, sont à peu près les mêmes. C'est des gens qui sont à peu près... c'est un groupe assez homogène. Okay. En séance d'hypnose, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on pose 10 questions et qu'on tourne en rond, au bout d'un moment, le client peut se dire « mais j'arrive pas à lui répondre, je trouve pas de direction ». Ça risque de lui occuper l'esprit. Lors de l'induction, il risque d'être un peu moins présent en se disant peut-être qu'on va pas au bon endroit parce que j'ai mal répondu, etc. Et du coup, c'est pareil, il va pas être à 100% dans l'immersion de l'hypnose et à 100% dans le travail thérapeutique qu'il y a derrière. Ok. Et même sans parler de travail thérapeutique, moi je pense en hypnose de rue, j'en ai vu plein qui insistent
lourdement et ah bah les mains collées ça a pas marché, bah on va réessayer autre chose et c'est fait de la même manière. Donc bah ils se disent bah j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. C'est comme ça qu'on a plein de gens qui se disent bah moi je suis pas hypnotisable en fait, ça marche pas, j'ai pas les compétences pour. Ouais, c'est exactement ça. Si on va voir par exemple des personnages comme Jacqueline, enfin je sais pas si on dit Jacquin ou Jacqueline, mais ouais, je sais jamais moi. Donc, si Anthony. Voilà, si on va voir Anthony travailler, il construit de la compétence. C'est-à-dire qu'il fait faire des petits tests hypnotiques, mais il s'assure que la personne les suit, que c'est facile. Il fait souvent faire des petits gestes tout simples. Il va dire tenez, mettez les bras comme ça. Mais la personne se sent déjà compétente. Vas-y, rentre en transe. Mais la personne se sent déjà compétente. C'est bête, mais elle se sent compétente. Approchez-les, ouais, super. Et puis il va dire des choses comme ça. Super, serrez très fort, voilà, vous avez de la force. Et puis maintenant, inclinez. Et quand je vais claquer des doigts, vous lèverez vos deux index. Tout ça est simple. Et donc ça crée de la compétence. De la même façon, dans un questionnement, on peut créer de la compétence en posant des questions simples et dirigées. Et en se rendant compte que peut-être, par exemple, la personne n'arrive pas à trouver les jugements, on va arrêter les jugements qu'elle se fait sur une situation, on va arrêter de poser cette question, on va aller voir peut-être les émotions, puis on reviendra peut-être au jugement après. Mais la personne sentira qu'elle sait répondre. L'idée c'est ça, c'est en quelques questions que la personne, on arrive à cerner un petit peu son problème, comment elle crée sa réalité, quel jugement elle porte dessus, quelle émotion elle touche et les attentes qu'elle peut avoir derrière. Donc le but c'est justement ça, c'est de flexibiliser un peu le praticien, de lui simplifier la partie leading, de créer de la compétence et de l'adhésion chez le client pour ensuite activer des leviers de changement et avec certaines méthodes. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à déjà à faire ton premier bouquin, Guide d'hypnose rapide, et après le suivant, quelle volonté il y avait derrière? Est-ce que c'était juste pour la gloire et la fortune? C'est ça. Maintenant que je suis millionnaire, je vais bientôt arrêter en fait. Non, en fait, ce qui m'a poussé, c'est deux motivations différentes. La première, pour le guide pratique d'hypnose rapide, ça a été, je trouve qu'en France, en tout cas, je trouve qu'on complexifie l'hypnose. Sous prétexte de s'adapter à l'autre, on va créer des inductions qui sont super complexes, super difficiles, alors que l'hypnose, pour moi, en tout cas, elle est très simple. Si on regarde un hypnotiseur de rue travailler, souvent, il va aller directement, droit au but, et ça va être très simple pour lui. Il y a des méthodes toutes simples qui permettent de créer de l'hypnose rapide. J'entends par rapide qui consiste à ne pas freiner l'autre. C'est-à-dire à le rendre compétent, à le faire adhérer, et du coup en 1 ou 2 minutes on peut aller dans un état d'hypnose qui va être assez fort à condition que la personne s'active. Si par exemple on lui parle en lui disant un truc comme et maintenant tu entends ma voix et tu peux être attentif aux sons qu'il y a autour, et pendant que tu entends les sons qu'il y a autour tu peux juste regarder comment on fait, tu peux aller... c'est super chiant. C'est chiant. Alors que si une personne a une main comme ça qui commence à s'approcher et qu'elle sent, elle va créer une curiosité, une implication qui est complètement différente. Sa main va s'approcher, on va lui dire quand sa main s'approche, ses yeux vont se fermer tout seuls. Ça va être beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus rapide, pardon. Ça va être plus vérifiable par le praticien, mais surtout, ça va être plus vérifiable par le client qui va pouvoir lâcher l'idée est-ce que je suis en hypnose ou pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont en train d'activer des leviers de changement, mais le client il est encore en train de se dire est-ce que c'est ça l'hypnose, est-ce que ça marche, je suis vraiment en hypnose, etc. Donc ça a été une des premières raisons. La deuxième raison pour ce livre, ça a été en hypnose de spectacle ou en hypnose de rue, on pose un cadre fort. C'est le cadre de l'hypnotiseur. Tu vas dormir. Okay. C'est un cadre fort, mais il n'est pas très flexible. C'est pour ça qu'on fait faire des tests hypnotiques pour sélectionner les personnes, etc. En hypnose de cabinet, souvent, ça va être très flexible, mais ça va être on va présenter l'hypnose comme quelque chose de faible. C'est par exemple les hypnotiseurs, j'ai souvent entendu des gens dire c'est un peu comme quand on lit un livre. Tu sais, le moment où ton esprit divague, est tellement dans l'imaginaire que tu sens les sensations et les émotions. Ouais, c'est cool, mais c'est pas ça l'hypnose. Moi, si un praticien me fait ça, je dis attends, je vais aller lire un livre. Je vais choisir un livre qui parle de mon problème et puis je vais lire ce livre-là, quoi. L'hypnose est plus vaste que ça, elle est plus intéressante. C'est avoir les pieds collés alors qu'on vient de dire pendant l'entretien je peux plus bouger dans ma vie, j'arrive plus à avancer, ça va faire lien tout de suite avec quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne. Peut-être qu'elle va sentir les émotions monter et que ça va permettre de travailler très rapidement. Donc c'était essentiellement ça, c'était redonner d'une certaine manière une facilité à faire de l'hypnose tout en gardant une efficacité, une adhésion des clients, une rapidité d'exécution, parce que si la personne on lui fait 30 minutes d'hypnose et qu'elle sent rien, elle va se sentir incompétente. Et si elle se sent incompétente, ça va pas nous aider pour le travail thérapeutique derrière. Milton Erickson disait que l'induction était là pour créer ce qu'il appelait la responsiveness, c'est-à-dire de la réactivité. Pour moi c'est ça, mais de la réactivité en entendant quelque chose et en ne faisant rien, c'est pas de la réactivité.
Alors qu'en ayant des phénomènes hypnotiques, les mains qui s'approchent toutes seules, les paupières qui ne peuvent plus faire autre chose que se fermer, sentir qu'on plonge, c'est autre chose que... Et du coup, pour levier de changement, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à faire le livre et la formation? Enfin, pour ma part, j'ai pas lu le livre encore. Du coup, je voulais être vierge de tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Est-ce que c'est la formation en premier? Est-ce que c'est le bouquin? En fait, ça va surtout dépendre de l'implication de la personne. Ouais. Les deux livres sont construits pour être pratiques. C'est-à-dire que si la personne teste, elle peut se servir des livres et elle progresse. Ouais. Alors, maintenant, il y a des gens qui préfèrent s'immerger dans le monde, et dans le monde thérapeutique du livre. Et dans ce cas-là, oui, la formation est plus intéressante. Okay. Mais les livres sont construits de telle manière que si la personne les prend petit bout par petit bout, elle peut avancer toute seule. C'était le but. Ouais. C'était que chacun puisse avancer à son rythme s'il en a besoin. Après, la formation apporte d'autres choses, des compléments, une autre manière de le voir. Ouais. C'est vraiment à chacun de choisir. Je peux pas dire venez à la formation ou prenez le livre, okay. J'en sais rien. C'est suivant comment les gens travaillent, leur autonomie, leur capacité à être autonome dans un travail, dans un apprentissage. Un livre, un livre quand il n'est pas théorique, bah, ça se pratique. Si tu le lis juste, effectivement, t'en tireras rien. Ça sert pas à grand chose. Mais si la personne est prête à lire ce livre, alors oui. Et à pratiquer, oui. Après, les motivations de ce livre, ça a été un petit peu autre chose. C'est que ça vient de ma pratique à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour je me suis retrouvé en face d'un client qui m'a dit mais vous savez, j'ai déjà un psychologue. Et là dans ma tête ça a fait parce que j'étais à 45 minutes d'entretien. La personne se sentait pas bien, la preuve c'est qu'elle me disait j'ai l'impression qu'on est dans un truc de psychologie. Donc elle adhérait plus à ce que je faisais. Et en même temps, moi j'adhérais plus à ma pratique. C'est-à-dire qu'on m'avait appris un système qui pour moi personnellement n'est pas fonctionnel, qui s'appelle l'ADO, qui fait des entretiens à rallonge. Détermination d'objectifs. Oui, détermination d'objectifs, qui fait des entretiens à rallonge, qui dure une plombe. Et en fait, c'est un protocole de PNL, ça n'a rien à voir avec un truc qui permet de faire un entretien. Normalement, c'est un protocole activateur de changement, c'est pas un truc qui permet de faire un entretien. Et du coup, ça m'avait un peu noyé. Du coup, la place de l'hypnose dans mes séances, c'était quoi, 5-10 minutes. Ensuite, la place de... Et puis, je travaillais pas rapidement, hein, je faisais des trucs super ennuyeux. Et en plus, après, le changement, c'était 5 minutes, quoi. Mais la personne était super frustrée, elle était venue voir un hypnotiseur, elle avait tout à fait raison quand elle me disait ça. Et à ce moment-là, j'ai failli abandonner la pratique de l'hypnose. Parce que je me sentais... ce qui me passionnait, ce qui me faisait vibrer, ce qui faisait que j'avais les yeux qui pétillaient quand j'ai commencé, c'était l'hypnose, quoi. Et j'en faisais plus. Je faisais des entretiens à rallonge, je me noyais, etc. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je travaille sur une structure d'entretien, il faut que je remette à plat tout ça. Donc j'ai fait le tri dans ce qui marche et ce qui marche pas, mais par la pratique. C'est pareil, des fois j'avais des protocoles, j'ai rien contre les protocoles, ils peuvent être super efficaces, à condition qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Mais moi, des fois, j'étais en train de me dire, putain, je fais quoi? Je fais le recadrage, je fais je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, un autre protocole qui me vient en tête, où je fais ça. Mais dans chaque protocole, il y a plein de leviers. Mais peut-être qu'il y en a besoin d'un, et que si tu fais les deux d'avant, la personne n'adhère pas, donc tu perds le troisième qui était celui qui était important. Donc du coup, je me suis dit, comment faire des choses unitaires qui permettent de construire, comment prendre la matière première qui permettent de construire avec le client son adhésion, sa compétence et le fait qu'il adhère à chaque étape du protocole. C'est-à-dire, quelles sont les méthodes de base, quelles sont les ingrédients de base. En gros, mon but, c'était comment je deviens chef au lieu de devenir celui qui fait la recette, qui la lit dans un bouquin. Je suis pas chef, hein, mais je suis chef de rien du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment ramener de la flexibilité pour me sentir à l'aise dans le travail thérapeutique avec la personne et pour l'accepter telle qu'elle est complètement. Parce qu'un protocole, des fois, ça va être plutôt faire adhérer la personne au protocole pour qu'elle y croit suffisamment, ce qui marche très bien. Mais parfois, elle a déjà des méthodes internes qu'elle nous fournit qui permettraient de construire quelque chose d'encore plus adapté à elle. C'était ça mon but. C'est un peu long, mais c'était mon but. Ok, d'accord, je te remercie. Il y a la notion d'utilisationnel en fait. Oui, d'utilisationnel. Utilisationnel, adhésion, compétence, c'est des mots qui sont très importants pour moi. Ok, en quelques phrases, on va atteindre le point Godwin des hypnotiseurs. Qu'est-ce que l'hypnose ? C'est une question super vaste en fait. J'en ai une définition, mais c'est la mienne. Tout le monde a une définition de l'hypnose. Pour moi, c'est une manière d'accéder à des automatismes profonds.
C'est-à-dire que pour moi, on a la volonté ou la conscience, si tu veux. C'est deux choses un petit peu différentes, mais ça s'en rapproche. On a la conscience et puis on a des processus automatiques à l'intérieur. Par exemple, tu peux faire ce que tu veux, mais par volonté, tu créeras pas d'amnésie. Par contre, certains contextes vont te créer une amnésie. C'est par exemple, tu es avec des amis, tu es en train de parler et puis il y a un bruit extrêmement fort. Et puis du coup tu te déconnectes pendant quelques secondes, tu regardes ce qui s'est passé, tu reviens à la conversation, en fait tu sais plus ce qui se passait. Donc il y a un processus amnésique qui s'est créé, qui est très léger. Pour moi, l'hypnose, c'est arriver à venir impacter ces automatismes par suggestion. C'est-à-dire c'est venir pouvoir toucher ces automatismes par suggestion. Donc si je devais dire la définition, c'est la capacité d'une personne à atteindre ces automatismes par une suggestion qui est fournie de l'extérieur, sinon c'est de l'auto-hypnose, c'est possible aussi, hein, à une suggestion qui est fournie de l'extérieur pour venir activer des leviers qui permettent de changer. Qu'est-ce que tu penses de l'hypnose de rue et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer l'hypnose de rue? Ce que je pense de l'hypnose de rue, j'en ai fait moi personnellement. Je pense qu'elle doit être potentialisatrice et que ça doit plus être présenté comme une découverte, que l'autre se découvre. C'est-à-dire que ça doit pas être ça doit pas être présenté comme une prise de pouvoir de l'hypnotiseur sur l'autre. À partir du moment où le cadre est clair et que la personne sait qu'elle va faire découvrir à l'autre un potentiel, j'ai rien contre l'hypnose de rue, je la trouve même plutôt fun, plutôt sympa. Et je pense qu'aussi il y a des autorisations à demander. Je donne un exemple, faire oublier le prénom à quelqu'un, ça demande quand même de demander une autorisation, je pense, parce qu'il y en a qui vont relier très fortement l'identité au prénom et du coup perdre le prénom, ça peut être extrêmement dur à vivre pour une personne qui aurait cette idée-là. Donc ça demande des précautions quand même. Après, je pense qu'un petit bagage thérapeutique au moins pour gérer les émotions peut être intéressant, parce que parfois les hypnotiseurs de rue vont se retrouver en face d'une forte émotion. Et on passe à quoi faire avec. Et ceux qui n'ont pas de bagage thérapeutique, des fois, vont être un peu perdus. C'est agréable ni pour l'hypnotiseur de rue, ni pour l'hypnotisé. Donc voilà, j'ai rien contre l'hypnose de rue, à condition que la personne, elle sache un petit peu ce qu'elle fait, qu'elle sache qu'elle potentialise l'autre, qu'elle l'aide à se découvrir, etc. Il y avait une deuxième question, mais je me rappelle plus. En fait, tu l'as fait, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un du coup d'avoir enfin, je pense que c'est ça, d'avoir un bagage quand même un peu à ce niveau-là. Un bagage thérapeutique quand même, au moins pour savoir gérer les émotions et pour comprendre un petit peu comment en hypnose, la personne elle fait plus des associations d'idées qu'une analyse. Donc ça peut vite sauter d'un truc à un autre. Un mot peut créer une explosion. J'avais une personne, quand je lui disais, quand je lui parlais de plus profondément, c'était la panique à bord. Donc si l'hypnotiseur n'a pas de flexibilité, l'hypnotiseur de rue ne sait pas gérer ça par exemple, et qu'il ne voit pas chez son client que la personne commence à se sentir mal, ça va être panique à bord, quoi. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc ça demande quand même d'être très attentif à l'autre. Si j'avais un conseil à donner, c'est l'attention à l'autre, le respecter, le respect. Ouais, ok. Donc maintenant on va passer à l'interview Combini. Okay. Faut vraiment que je choisisse. Ah oui. C'est le but. Hypnose. 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 Praticien. Expérience. Stratégie pour aller vers l'intuition. Levier de changement. Conscient. Association. Swan. Putain, ça c'est un sacré dilemme. En ce moment, écrire. 4. Hilton Erickson. Bandé. Ok. Mais j'aime bien Bandé. D'accord. Mais il me fait pas bander. Laurent Bertin. Mon cœur est à Lyon. Ma vie est à Nice. Ouais, futur. Confucius.
Waze. Star Wars. Maître Yoda. Cartman. Le dilemme. Last of Us. Man. Rémi. Mesmer avec un S. Dans mousse ou jambon bois? Bah, tu le prends aussi celui-là. Amour. Dans mousse. D'accord, c'est plus sympa pour l'amour. Non. La pire question. Ton cheveu. Ok, ça sera le joker. Ouh, deux notes. Ton induction préférée, et tu vas pas me la dire, tu vas me la faire. Je vais te la faire. Ouais. Ah, ok, d'accord. D'accord. Faut que je me lève? Non? En fait, c'est comme ça que tu fais pour t'avoir une induction. Non, tu peux C'est rester assis. Tiens, je vais demander de regarder un point sur cette main. Quand tu l'as, tu me le montres. Attends. Ouais, là. Alors maintenant, je vais te demander de fixer toute ton attention dessus pendant que tu regardes ce point très attentivement. Je voudrais que tu regardes toutes les perceptions qui se modifient et quand tu commences à voir les modifications de perception, tu me dis OK. 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 Maintenant, pendant que tu vois que ça commence à se modifier, tu vois quoi exactement? C'est la lumière sur les visions périphériques. Ok. Maintenant que tu vois cette lumière dans la vision périphérique, tu vas sentir que plus je pousse ta main, plus elle va commencer à s'approcher d'elle-même. Plus elle est attirée vers toi, plus tu vas sentir que tes paupières commencent à devenir, c'est ça, extrêmement lourdes. Tellement lourdes qu'à un moment donné, comme elles se ferment comme ça, tu rentres dans un état de plus en plus profond à l'intérieur. C'est pour ça que tu commences à avoir des petits mouvements au niveau des lèvres, des petits mouvements au niveau du visage, et que tu rentres de plus en plus... Ou un message à faire passer à quelqu'un? Non, pas spécialement. Une dédicace à ton chien et ton chat? Non, plutôt une dédicace à mes deux amours, à ma femme et à ma fille. Un gros bisou aux deux si elles regardent cette vidéo. Ok. Bah, je te remercie beaucoup, Jordan. Avec Et plaisir. puis on va aller finir cette Merci dernière à toi. journée ensemble. Et puis à bientôt. Ça marche. Merci. Salut.